fait 45 minutes de causerie ou vous prenez plus? Non, on fait 26 minutes. Ah, on fait 26 minutes. Donc c'est rapide, oui. Ok. Donc après, on va programmer une autre... Donc on fait là des interventions courtes, on ne part pas sur des trucs... Oui. Ça, c'est... On va enregistrer ça directement à partir de la régie. Donc ça va être un PAD, quoi, prêt à être diffusé. On n'aura pas... Peut-être sauf si on veut couper certaines parties après, sinon ça va être un PAD, quoi. Donc notre discussion, vous la tenez dans les 30 minutes ou oui, 26, oui. Ouais. Oui. Ça fait 8 minutes chacun. Dans des trucs calés. C'est pas avec les sabliers, les trucs. Prêt à donc tu ne pourras pas vider tout ton sac aussi. Non. Il faut retourner avec... il faut en garder sous la pédale. Il faut en garder, voilà. C'est peut-être que Boubé va t'appeler après. C'est ça. Non, mais c'est bon de savoir si on est sur 26 aussi. Oui. Ok. D'accord. Donc, c'est comme la dernière fois, je vais avec la dame, après le professeur Issa Ndiaye, et voilà, pour chuter sur le professeur. Voilà. Je vais du docteur Fatoumata. C'est bon? Mesdames, je ne vois pas. Ok, merci, c'est bon. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, c'est votre émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir sur ce plateau d'éminents professeurs, chercheurs d'université, des gens avec qui nous aurons à articuler certaines thématiques de notre société. Je commence par Dr Fatoumata Coulibaly, docteur en géographie et maître assistant à la faculté d'histoire et de géographie. Elle dirige quelques mémoires dans les domaines de la géographie électorale, de la construction du politique au prisme du genre et une nouvelle réflexion sur l'espace public du religieux. Auteur de plusieurs publications et directrice adjointe des relations avec les institutions maliennes au laboratoire mixte international Makoteur, reconfiguration malienne, cohésion, territoire et développement. Il est de notre également le professeur Issa Ndiaye, ancien ministre malien de l'Éducation nationale sous l'ère Amadou Toumani Touré, également ministre chargé de la culture et de la recherche scientifique au sein du premier gouvernement d'Alpha Oumar Konaré. Le professeur enseigne à l'Université du Mali. Il est auteur de plusieurs publications et ouvrages dont Silence, on démocratise. Il est également de notre sur ce plateau, professeur Charles Grémont, historien chercheur à l'Institut de recherche pour le développement IRD, spécialiste des questions du Nord Mali, membre du LMI Makoteur et du LPED à Marseille, auteur de plusieurs publications et ouvrages dont les liens sociaux au Nord Mali, entre fleuve et dunes, les Touaregs et le Médène avant la colonisation. Mesdames et messieurs, bonjour et à vous tous, bienvenue sur le plateau de Page Africaine. Alors, ma première question, c'est à votre endroit, Dr Fatoumata. Le LMI Makoteur, qu'est-ce que c'est? Alors, merci M. Sissoko. Comment est venue l'idée du LMI Makoteur? On est parti du conflit de 2012, comme vous savez, comme nous, qui a plongé le Mali, ou une partie du Mali, dans ce qu'on appelait une crise de société totale. À partir de cette situation, on a élaboré un programme de recherche qui a pour but d'interroger et d'analyser, selon une approche pluridisciplinaire, cette thématique au regard surtout de la crise malienne. Les interrogations sont portées plus précisément sur la nature de l'État, les dysfonctionnements institutionnels et les impacts surtout des politiques publiques mises en avant et après cette crise. À partir de là, on a créé en 2016 le laboratoire mixte international LMI Makoteur, qui est régi par une convention entre les 3 universités en sciences sociales du Mali,
qui est l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et l'Université des sciences sociales, sciences sociales et des gestions de Bamako. En plus de ces 3 structures universitaires, on a un partenaire qui est l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, à travers l'IMAF et l'ACESFA. En plus de ces tutelles, aussi bien maliennes que françaises, qui sont des unités fondatrices du LMI, on a des unités partenaires. Côté malien, aussi bien côté malien que côté français. Côté malien, on a les 4 universités en sciences sociales, les 4 facultés. On a la faculté d'histoire et géographie, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation de Bamako, la faculté des sciences politiques et juridiques, et enfin la nouvelle faculté qui vient d'être créée, qui est la FSAP, la faculté administrative et politique de Bamako. Ça, c'est les facultés côté malienne. On a aussi nos partenaires techniques côté français, qui est LPED, avec mon collègue Charles Grémont, et le centre Georges Simmel également. Donc, si je comprends bien, Makoter, c'est réellement pour la première fois au Mali, sinon peut-être même en Afrique de l'Ouest, qui est, n'est-ce pas, un groupe, n'est-ce pas, de professeurs, d'étudiants qui amorce, n'est-ce pas, l'idée basée sur les thématiques de développement ou des thématiques paix et sécurité. Des thématiques paix et sécurité, post-crise, ce n'est pas un groupe de recherche, c'est plutôt un laboratoire, comme je l'ai dit. Le laboratoire aussi a un objectif. Je crois voilà, c'est des questions qui peuvent Alors, le temps de revenir vers vous, je vais demander, n'est-ce pas, à notre charmant public de s'acclamer soi-même, parce que réellement, cette émission est assistée par un charmant public constitué de mastérants et de doctorants. Mesdames et messieurs, je vous demande quand même d'applaudir de vous applaudir vous-même et surtout d'applaudir ces invités. Alors, professeur, on se tourne vers vous. Vous venez d'entendre notre docteur Fatoumata par rapport au laboratoire mixte international Makoter. Votre avis par rapport à ce projet? Oui, je pense que c'est une bonne idée, surtout dans un pays qui est en crise, qui connaît beaucoup de problèmes. C'est bon que les milieux de la recherche, en tout cas universitaires, s'intéressent à ces questions, et surtout aussi que les politiques comprennent que les solutions les plus performantes dans ces périodes de crise sont certainement, doivent être appuyées sur les recherches qui se passent dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire. L'histoire de notre pays a suffisamment montré qu'on ne tient pas souvent compte de ce qui se passe, des réflexions, des analyses dans le milieu scolaire. Qu'il y ait un laboratoire de ce genre, je pense que c'est une excellente idée, surtout par les temps qui courent. Alors, professeur Charles, vous êtes un membre, n'est-ce pas, du LMI, surtout du côté occidental. Alors, votre avis par rapport au LMI? Mais mon avis, comme mes prédécesseurs viennent de dire, c'est quelque chose qui est inédit ici au Mali, d'avoir un laboratoire de recherche qui est intégré là dans les universités. Il y avait l'Institut des sciences humaines déjà ici sur Bamako qui produisait de la recherche. Mais là, de pouvoir faire le lien entre recherche et les étudiants, c'est vraiment une chose importante. Et j'insiste aussi sur le côté recherche. C'est-à-dire qu'au Mali, comme dans la sous-région, comme au niveau international, un peu là dans l'ensemble des pays, malheureusement, là, les étudiants sont très vite captés par des bureaux d'études, par des programmes d'expertise. Et là, ce qu'on propose, c'est véritablement une réflexion sur le temps long de la recherche, qui n'a pas les mêmes exigences que le temps court et souvent restreint du monde des bureaux d'études, et surtout voilà, au sein d'une institution publique qui est l'université ici au Mali, et donc qui n'est pas en fait à la solde des questionnements qui sont produits par les personnes qui financent. Et ça, c'est vraiment important que ça puisse exister ici dans un pays comme le Mali. Alors, docteur Fatoumata, parlant toujours du LMI, comment s'effectue le choix des mastérants, des étudiants qui prennent part, n'est-ce pas, à ce projet? Alors, le choix des étudiants, pour rebondir un peu sur ce que mon collègue Charles vient de dire par rapport à la recherche, parce que le but réellement de ce laboratoire, c'est vraiment la recherche académique. Et la production du savoir, exactement. Et on a endossé à ce laboratoire un master
qui est le Master Société, Culture et Développement, qu'on a intitulé Master SocDev. Alors, comment ça se fait le choix? On a deux types de sélection. On a les étudiants qui sont boursiers, qui viennent des 4 facultés que j'ai nommées précédemment. Et on a des non-boursiers qui viennent de leur propre gré. Qui viennent de leur propre initiative et qui sont soumis à des tests. Une phase de présélection qui se fait sur dossier. On a un conseil pédagogique qui examine ces dossiers, constitué des membres du LMI, aussi bien côté français que côté malien. Et c'est eux qui examinent le dossier en amont. Et à partir de cette présélection, on fait une audition des étudiants qui ont été retenus dans cette phase de présélection. Voilà un peu le choix des étudiants. Et par rapport à l'enseignement également, l'enseignement est fait des deux côtés. Comme on est avec les partenaires français, on a une trentaine d'enseignants-chercheurs, quinzaine côté malien et côté français, qui viennent, les collègues français qui viennent spécialement pour dispenser des cours dans ce master SocDev. Mais l'attribution de la bourse du LMI Makoter se base sur quoi? Est-ce que vous choisissez dans les différentes facultés membres, n'est-ce pas, du LMI, vous choisissez comme ça, ou bien il y a des critères par rapport à cela? Il y a des critères que les facultés eux-mêmes mettent en place, parce qu'on reçoit des étudiants qui sont meilleurs de leur promotion. Donc, une sélection se fait en amont au sein même des structures, au sein même des facultés universitaires. Les étudiants présents dans cette salle sont les meilleurs des différentes facultés? Ils sont quand même parmi les meilleurs des différentes facultés. Alors, chers étudiants, vous pouvez vous acclamer encore davantage pour cela. Félicitations à vous tous. Oui, docteur? Ils sont parmi les meilleurs étudiants qui ont été aussi bien, qui nous ont été envoyés par les différentes facultés. Et en phase d'audition aussi, c'est les meilleurs qu'on retienne. Alors, professeur, entre la production d'idées, entre l'échange entre interfacultés ou interprofesseurs et la thématique de décentralisation, parce que nous voyons déjà que le LMI opère dans la cohésion. Alors, la décentralisation vise la cohésion sociale, vise le développement local. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la lancinante question de la décentralisation au Mali? Bon, j'ai eu la chance de faire partie du gouvernement quand ce problème-là se posait lors du premier mandat de Alpha Oumar Konaré. Nous venions de 23 ans de dictature, le pouvoir était concentré entre des mains, un certain nombre de mains, pour ne pas dire entre les mains d'une personne. Et donc le contexte de l'époque conviait à ce qu'il y ait une forte dans le cadre du processus de démocratisation, une forte décentralisation. Et nous sommes passés sans transition d'une 50aine de communes à plus de 700. Nous avons donc multiplié le nombre de communes par 15, pratiquement par 15. J'étais de ceux qui disaient que, attention, il fallait passer par une phase d'expérimentation, mais le contexte de l'époque était tel qu'on a enclenché la vitesse supérieure et on a lancé 700 communes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Parce qu'on se rend compte que, les ressources humaines de qualité faisaient défaut pour faire fonctionner ces nouvelles créations, ces communes-là. Les ressources financières aussi manquaient. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui ont du mal à fonctionner. Les études en amont n'ont pas été... On n'a même pas pris le temps de faire des études. La viabilité économique de ces communes-là, est-ce que ces communes-là avaient un espace donc, économique viable qui leur permettait de sécréter des ressources endogènes? Donc, autant de questions. Les transferts aussi des ressources au niveau de l'État qui posaient problème. Et l'État lui-même qui sortait de programmes d'ajustement structurel, on n'en a pas fini. On n'a pas fini, on n'en est pas sorti. Ça fait plus de 40 ans qu'on est là. Qui faisait que, par exemple, des financements en ce qui concerne les secteurs sociaux, y compris l'éducation, la santé, les services sociaux de base. Les services sociaux de base n'étaient pas donc jugés comme étant prioritaires. Les conséquences, on les sent aujourd'hui en ce qui concerne l'absence de l'État
sur le terrain, sur le territoire. Donc il y a des conséquences des politiques que nous avons subies dans les années 70, que nous connaissons et qui posent problème au niveau de la décentralisation. Aujourd'hui, nous n'en avons pas fait le bilan, en réalité exhaustif, pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. Et le milieu universitaire aurait pu aider à élucider ces questions-là. Maintenant, on est en train de passer à la régionalisation. Je pense que la question essentielle qui se pose aujourd'hui, c'est la question d'approche. Il me semble que l'approche essentielle des autorités, c'est une approche d'ordre que j'appellerais d'ordre quantitative. On multiplie les structures. Cela est valable dans la décentralisation, cela est valable aussi pour l'université, pour la crise universitaire. D'ailleurs, professeur, en parlant déjà de cela, vous étiez l'un des acteurs, n'est-ce pas, de l'avènement de la démocratie au Mali, et pour y avoir été, n'est-ce pas, ministre de l'Éducation, vous avez été à la base, n'est-ce pas, de cette politique un village, une école. Oui, oui. Donc c'était aussi la vision quantitative aussi. Oui, c'est ça. L'idée était généreuse. Donc vous avez le sentiment d'avoir échoué? Absolument. L'idée était généreuse en soi. Peut-être qu'il aurait fallu accompagner cela par des réflexions plus mûries et peut-être faire attention dans la démarche, dans l'évolution, tester et puis voir au fil du résultat, voir si on peut généraliser. Mais l'erreur fondamentale qu'on a faite à ces époques-là, c'est de passer brutalement à la généralisation. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous avons fait que multiplier les problèmes au lieu de les résoudre. Et l'aspect qualitatif a fait défaut. Et je pense que c'est aussi une des dimensions, une des insuffisances fondamentales que nous Mais professeur, au-delà de cet échec, je suis ravi que vous les dites si bien, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Voilà, c'est rare de voir quand même les responsables reconnaître souvent leur défaillance par rapport à la gestion. Mais au-delà de cet échec, on s'est rendu compte aussi que vous avez été à la base de certains stéréotypes aussi aujourd'hui que le citoyen lambda a aujourd'hui. Aujourd'hui, la connotation Maraka Seguinso, Fangaka Seguinso, aujourd'hui on se rend compte que ceci a été à la base, n'est-ce pas, de beaucoup de problèmes. Bien sûr. Les populations s'attendaient, n'est-ce pas, à ce Mara-là, ou à ce Fanga, c'est-à-dire le pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement attribuer à ces populations? Est-ce le Mara ou le Fanga? Oui, je pense qu'il y a une confusion lamentable. Je pense que le projet de décentralisation a péché par le fait, sous prétexte de rendre le pouvoir donc aux citoyens, en fait, on l'a rendu à des féodalités. On a réveillé des vieilles féodalités locales auxquelles on a remis le pouvoir local. Et ensuite, les politiques se sont mêlés. Et le bilan a été, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je pense que c'est grave, hein? Une dilapidation d'abord du capital, j'allais dire donc, du capital territorial des communes. En ce qui concerne l'espace communal, ça a été bradé. Moi, j'ai été au contrôle général d'État et j'ai eu l'occasion de faire quelques missions sur le terrain, de constater que ce sont dans les communes, ce sont les commissions domaniales, seules les commissions domaniales marchaient. Et donc, il fallait distribuer les terrains. On a vendu les terres communales. Aujourd'hui, ça pose problème. Et une des raisons de la crise dans le centre du Mali, c'est justement cette question de crise, de problèmes fonciers. Et ensuite, ça s'est compliqué, hein, avec les politiques qui en ont fait un gagne-pain. On a vendu des terrains à tort à travers, on s'est enrichi là-dessus. Et résultat, aujourd'hui, le développement des communes est coincé parce qu'il n'y a plus d'espace. Les terres agricoles sont amenuisées, on les a vendues à des opérateurs économiques ou à des miniers. Donc, il y a d'énormes problèmes. Et c'est le problème donc de la décentralisation aujourd'hui devenu une grande poudrière. Et l'une des conséquences aussi, l'une des conséquences fâcheuses de la situation a été que aujourd'hui le conflit entre, n'est-ce pas, paysans et éleveurs aussi, c'est l'une des conséquences de tout ça. Bien sûr, parce qu'il y a une pression démographique, le nombre de citoyens a augmenté, il y a une pression démographique sur les terres, or il n'y a plus assez d'espace. Et l'existant a été mal géré et distribué sur des bases spéculatives.
Professeur, aujourd'hui, on est coincé. On ne va pas trop s'attarder sur les échecs. Nous savons aussi que la décentralisation a eu aussi des acquis. Aujourd'hui, le professeur Ousmane Sy disait un jour que aujourd'hui, certains services sociaux de base sont quand même plus proches des populations. Oui, moi je suis assez critique par rapport à l'expérience de décentralisation parce que j'estime que ce n'est pas suffisamment proche de populations. On n'est pas arrivé à tuer ce que j'appelle la bureaucratie parce que un des problèmes de la décentralisation au départ, et ça ressort du débat que nous avons eu dans les années 90, et dans un premier temps d'ailleurs, on avait dit on va créer une direction générale de la décentralisation. Et à l'époque, j'étais de ceux qui disaient attention, si vous bureaucratisez cette histoire-là, c'est foutu. Et malheureusement, donc, on a eu l'intelligence, j'allais dire, sur le plan de la désignation conceptuelle en disant mission de décentralisation, mais ce sont des bureaucrates qui ont géré le processus. On n'est pas allé, s'il y avait eu une enquête de terrain au niveau, par exemple, des structures universitaires pour savoir quel est le point de vue des populations, souvent on n'a pas demandé l'avis des populations. C'est des bureaux qu'on a tracé, les communes, les frontières de communes, qu'on a décidé qu'on allait implanter une école là, un centre de santé là. Donc il n'y a pas eu d'expertise. Bon, c'est des experts aussi, hein, dans le cadre qui sont allés sur le terrain. Mais il n'y a pas eu de participation citoyenne, en fait. Je pense que ça, c'est un défaut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les services sociaux de base, même si ça existe dans quelques cas, ont du mal à fonctionner parce que, justement, les ressources n'ont pas suivi. Parce que ces communes-là qui ont été créées n'avaient pas les ressources économiques et financières nécessaires. L'État n'avait pas les moyens de pourvoir aussi ces communes-là en moyens de fonctionnement, d'où des structures qui ont été créées et qui parfois tournent à vide. Alors, professeur, vous avez écrit sur le Nord. Aujourd'hui, les questions de décentralisation, on pense que c'est l'une des solutions qu'on peut apporter par rapport à l'après-crise, parce que nous savons que la crise a détruit carrément le tissu social malien. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la décentralisation peut nous permettre d'amorcer ou sinon de resserrer les liens sociaux au niveau, que ce soit dans la partie septentrionale du Mali, qu'au centre ou bien au sud? Alors effectivement, là, vous m'interrogez, bon, est-ce que la décentralisation peut être une solution? Elle l'a déjà été. Donc je parlerai de mon point de vue. J'ai travaillé particulièrement donc, dans les régions du Nord, la région de Gao, Kidal à l'époque, et puis Ménaka qui n'était pas encore là une région. Et je voudrais rappeler juste un tout petit point d'histoire, c'est que cette décentralisation, elle est venue en fait suite à la rébellion Touareg des années 90, suite au texte du pacte national qui consacrait un statut particulier aux régions du Nord. C'est à partir de là, alors évidemment il y a un contexte autour des institutions de Bretton Woods, etc., pour en finir avec la dette des pays africains, ça c'est à prendre en compte. Mais sur le cas particulier du Mali, c'est véritablement la rébellion du Nord qui a apporté cette demande réelle de décentralisation avec ce statut particulier qui a été converti ensuite à une décentralisation à l'ensemble du pays. Ce qui a été, à mon avis, un choix très intelligent et un coup de maître de Ousmane Sy et puis de ses collaborateurs à l'époque. Alors évidemment, le bilan est mitigé, mais moi, un petit souvenir personnel dans mes recherches. Moi, le début de mes recherches au Mali, c'est en 1994. J'étais jeune étudiant, je venais pour travailler dans la région de Ménaka sur la révolte de Firoun en 1916 contre la conquête coloniale. Et donc, je rencontrais véritablement les populations sur place et leur administration. Et je me souviens être allé vers le cercle, l'administration centrale qui était déconcentrée, qui était là le cercle, avec un commandant de cercle, qui en plus, dans ces régions-là, était encore souvent un militaire. Et à l'époque, donc en 1994, toutes les populations faisaient le rang pour attendre une convocation chez le commandant de cercle. Et c'était le lieu de concentration administratif d'un cercle assez immense qui était Ménaka. Je suis revenu plusieurs années ensuite, en 96, 97 et 98, au moment même où les communes étaient créées. Donc les premières élections remontent à 1999, après cette période de choix du territoire communal qui a été quand même assez vivant et assez important. Et dès la construction des premiers bâtiments de la mairie, en fait, toute la population de Ménaka ne se retrouvait plus devant le commandant de cercle convoqué, etc., mais revenait autour de ce bâtiment qui était la mairie, à l'intérieur duquel siégeait un maire et puis son conseil qui était un des leurs. Donc il y a, cet aspect-là, il faut vraiment le souligner comme
Donc c'est l'un des acquis. C'est l'un des acquis, absolument. Et après, j'ai eu la chance aussi d'accompagner un projet de développement local dans l'ensemble de la région de Gao, qui était dirigé à l'époque par Feu Abakar Sidibé. Et j'ai assisté vraiment en 99, 2000, 2001 et 2002 à des débats absolument vivifiants. Le professeur Ndiaye parlait du retour des féodalités. Moi, j'apporterai une petite nuance, c'est-à-dire qu'au cas par cas, alors, ça a été le cas certaines fois, mais je rappellerai que le régime de Moussa Traoré a aussi, dans les régions du Nord, particulièrement soutenu et consolidé les féodalités en place, et que cette décentralisation, elle a permis quand même, à travers les élections qui étaient ce qu'elles étaient, mais à une parole de se libérer. Et dans la vallée du fleuve, que ce soit chez les Songhai, chez les Peuls ou dans les communautés arabes, voire Tamashek, il y a eu tout ce bouillonnement-là qui était véritablement un acquis. Et alors après, là, pour faire vite, effectivement, les années passant, moi je vois deux aspects particuliers. C'est que d'abord, la décentralisation a vraiment été vendue à des entrepreneurs locaux, avec tout un système de corruption, puisqu'il y avait cet argent-là via l'ANICT, via l'ADN, effectivement, et les projets d'aide de développement qui étaient importants dans la zone. Donc, il y a eu des passations de marché telles qu'on les connaît un petit peu partout dans le monde, et forcément, ce détournement et cette corruption a eu lieu dans ces régions-là. Ensuite, moi, j'ai quand même l'impression, quand on regarde rétrospectivement, que le pouvoir avait octroyé quelque chose, mais il ne l'avait que octroyé, et que les populations n'ont pas réellement fait leur cette part de souveraineté. Les populations ne se sont pas s'appropriées de cela, vous voulez dire ? C'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que véritablement l'État central n'a pas délivré toutes les compétences qui étaient dans le projet initial de la décentralisation. Quand on parle de retour de pouvoir à la maison, véritablement, là, dans la vallée du fleuve, comme dans les zones pastorales un petit peu plus lointaines, très très vite, quand la tension était de mise, notamment dans la région de Kidal, le pouvoir central tirait un petit peu des fils pour pouvoir récupérer ce qu'il avait octroyé. Et donc c'est là où, à mon avis, le programme n'est pas allé suffisamment loin et qu'il faudrait véritablement réfléchir à inventer un autre système qui aille au-delà d'une simple décentralisation. Vous voulez dire peut-être une décentralisation à la malienne ? Oui, c'est-à-dire une décentralisation à la malienne. Basée sur des valeurs sociales et sociétales. Absolument, basée sur ces valeurs-là. Le Mali est un immense pays avec de nombreux États frontaliers, avec sur les pratiques, là, quand on suit un petit peu les pratiques des populations, tout le monde échange, commerce avec le Niger, avec le Burkina, avec la Guinée, avec l'Algérie, etc. Donc ça crée en fait des ensembles sous-régionaux qu'il faut faire vivre aussi et arrêter de mettre des barrières ou mettre des frontières là où elles ne doivent pas forcément être, surtout quand elles sont dictées par l'Union européenne derrière. Mais il y a quand même cette identité culturelle qu'on peut trouver là dans le Wassoulou, comme on peut trouver là dans le Massina, comme on peut trouver dans les régions du Nord ou dans la région de Caille, qu'il faudrait peut-être un petit peu reconnaître. Donc la construction du territoire sur la base de la diversité. Sur une base absolument d'une diversité et d'une forme de pluralisme qu'il s'agit de réfléchir justement grâce à des outils comme un laboratoire de recherche, grâce aux étudiants qui sont ici parmi nous, grâce aux intellectuels comme le professeur Ndiaye. Il y a véritablement quelque chose, il faut sortir un petit peu de cet ADN un petit peu vieillissante de l'État malien pour proposer autre chose. Maintenant, c'est évidemment aux Maliens de faire œuvre de créativité et d'inventivité sur ce plan-là. D'où le laboratoire mixte international Makoter. Docteur, il faut sortir de ces stéréotypes-là aujourd'hui, il faut aller vers la refondation, la reconstruction du Mali, c'est-à-dire l'un des credos même de votre laboratoire, la cohésion. Aujourd'hui, on sait que les idées prennent du temps à germer. Jusqu'à quand comptez-vous réellement impacter aujourd'hui sur le Mali à travers des étudiants tout faits, tout prêts, n'est-ce pas, à produire, n'est-ce pas, des idées innovantes, des idées vraiment novatrices? Alors, comme Charles l'a dit, les résultats, ça prend du temps. Un laboratoire, on est dans une phase de réflexion, ça prend du temps. On n'est pas dans une consultation qui est dictée avec les termes de référence où le résultat doit être dans l'immédiat. Donc, vous n'avez pas des cahiers de charges politiques? On n'est pas soumis à ce mandat politique, justement. On n'est pas dans ça. On est en train de former les étudiants. On est à la deuxième promotion de ce master Société, Culture et Développement. Et c'est aux étudiants, justement, de faire cette passerelle entre ce que nous, on est en train de transmettre et penser la société malienne en tant que telle. C'est aux étudiants d'animer ce débat. Le savoir-faire et la connaissance passent par ces étudiants. Nous,
notre espoir aujourd'hui, c'est les étudiants. Les résultats viennent, mais ce n'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. On est en train, voilà, on est dans une concertation avec les décideurs. On propose des réflexions à ces décideurs et c'est aux décideurs de prendre en compte les éclairages et les propositions que le laboratoire met en place dans le cadre de cette réflexion sur le Mali ou sur le Mali post-crise. Alors, nous avons la chance d'avoir le professeur Issa Ndiaye ici qui a servi, n'est-ce pas, dans, comment on va dire, dans l'arsenal, n'est-ce pas, de l'État malien. Professeur, aujourd'hui, on sent l'État malien affaibli sur le plan sécuritaire, sur le plan, n'est-ce pas, économique. L'État malien est affaibli, les services sociaux de base n'arrivent pas à les satisfaire comme le citoyen lambda attendent. Alors, professeur, on parle de nouveau découpage aujourd'hui. Pensez-vous que cette machine enclenchée depuis l'ère du premier gouvernement démocratique est toujours en cours aujourd'hui? Pensez-vous qu'on va à la va-vite ou bien il faut, n'est-ce pas, attendre, faire le bilan d'abord de la décentralisation avant d'amorcer le nouveau découpage? Oui, je pense qu'il faudrait observer un temps de pause. En raison justement de cette crise, nous avons un État complètement par terre. Et je pense qu'il est dangereux de vouloir décentraliser ou régionaliser un État qui est en perte de vitesse. Il faudrait prendre le temps d'abord de le reconstruire, de le consolider, et ensuite, on lance le processus de décentralisation et de régionalisation. En tout cas, moi, globalement, c'est mon approche. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut tirer les leçons de l'échec. Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ça, parce qu'il n'y a pas de vision politique au niveau de l'État malien sur ces questions-là. Donc, un problème de leadership? Non seulement un problème de leadership, je dirais un problème même de perception, parce que j'ai le sentiment que souvent les choses sont conçues ailleurs. Notre collègue de Marseille disait, attention, surtout s'il y a derrière l'Union européenne, c'est bien dit dans la mesure où souvent les habitudes que nous avons dans nos pays, c'est de prendre des projets dès lors que ces projets donc, ont derrière un financement. Donc on prend le tout, on ne se pose pas la question de réfléchir nous-mêmes. Quel type de projet il faut construire? Quel type de décentralisation nous avons besoin aujourd'hui dans ce pays? Donc, c'est une question de réflexion stratégique et c'est à l'État de donner des programmes de recherche aux universitaires, de leur dire, nous avons telle préoccupation, essayez de réfléchir là-dessus et essayez de voir quelles sont les alternatives, de construire des alternatives. Si l'État ne se donne pas cette mission régalienne qui est de donner une vision à la recherche, moi, en tant que ministre chargé de la recherche, j'ai été confronté à cette question-là, parce que la recherche au Mali est éparpillée et disséminée dans des secteurs. Ce n'est pas coordonné. On n'a pas de politique nationale de recherche. Bon, j'espère que le nouveau ministère qui a été créé arrivera à en prendre en charge, parce qu'il y a des enjeux majeurs. Donc, c'est fondamental pour un État. Et donc, cette décentralisation, je pense qu'il faut observer aujourd'hui en temps de pause, parce que ce qui est en train de se passer, vous allez voir, ce n'est pas seulement au nord, mais un peu dans tous les pays. Chacun veut qu'un coin devienne une région, chacun veut que tel petit coin devienne une commune ou un cercle. Ça pose des problèmes. On ne se pose pas la question de la viabilité économique, sociale de ces nouvelles entités que nous sommes en train de créer. On a le sentiment aussi qu'il y a des risques, compte tenu des enjeux géopolitiques dont notre pays est l'objet aujourd'hui. On a le sentiment qu'on est en train peut-être de créer des territoires pour des porteurs d'armes et on ne demande pas l'avis des populations. Je pense que tout au long du processus, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce qui a manqué aux Maliens, c'est cette concertation justement des populations à la base. Je pense que si on veut construire un projet de décentralisation viable, il est indispensable aujourd'hui d'organiser ce qu'on appelle des assises populaires. Il ne s'agit pas qu'entre élites, on s'entende sur ce qu'il y a lieu de faire, ou entre experts, on dessine des alternatives, mais il faut aller à l'écoute, vraiment à l'écoute attentive des populations. Et les solutions vont émerger de cela. Et je rappelle souvent aux gens qu'il y a des solutions endogènes, parce que nous sommes un vaste pays, bien sûr, mais on a connu l'empire du Mali, qui allait de l'Atlantique jusqu'aux confins du Nigeria,
qui était plus vaste que le territoire actuel. Bien structuré, Il était structuré, il était décentralisé. Comment il était décentralisé? Donc nous avons dans notre espace connu des modèles de décentralisation qui étaient endogènes. Donc réfléchissons vous de manière... rejoignez le professeur Grémont par rapport, n'est-ce pas, à la décentralisation version malienne. Bien sûr. Réfléchissons de manière endogène aux problèmes qui sont les nôtres. Trouvons des solutions endogènes. Trouvons des solutions endogènes. Mettons en contribution nos chercheurs, nos intellectuels, nos étudiants pour justement réfléchir à tout ça et dégager des pistes de solutions. Alors, pour dégager des pistes de solutions, Dr Fatoumata Coulibaly, le LMI Makoter est là aujourd'hui. Et quelle est la nature de la relation entre le LMI et les autorités maliennes? Alors, la nature de la relation, le LMI, le laboratoire, est très bien accueilli au sein des structures universitaires. Comme je l'ai dit en amont, c'est un partenariat avec les 3 universités maliennes. La preuve est qu'on est hébergé à Kabbalah, qui est l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako. On appuie aussi les structures universitaires à la mise en place des masters. Comme on évolue, on est dans le système LMDE, on est en appui auprès des structures universitaires, auprès des facultés, dans le cadre du montage des masters, dans le cadre de la réflexion de l'école doctorale qui doit être impérativement mise en place dans le cadre du système LMDE. On appuie également les universitaires dans le cadre de la mise en place d'un centre d'excellence africain que le Mali est en train de réfléchir sur la thématique justement post-conflit. Et le LMI est là justement pour appuyer les structures maliennes à penser, comme le professeur l'a dit, la société et réfléchir, faire une articulation entre les différentes thématiques qui correspondent au LMI Makoter. Alors, si vous êtes bien accueilli par l'État malien, est-ce que le professeur, je parle sous, n'est-ce pas, le contrôle du professeur qui a déjà été en charge des recherches, de la recherche scientifique au Mali, est-ce que vous bénéficiez, n'est-ce pas, d'une subvention de l'État malien? On bénéficie d'une subvention des 3 structures maliennes, qui sont les 3 universités maliennes, mais pas de l'État en tant que tel. Les structures maliennes, comme c'est une convention, donc chaque structure a sa participation au sein de ce LMI. On a un financement de l'IRD qui est annuel, en plus de l'Institut de développement. Et on a nos partenaires également, les 3 universités en sciences sociales et gestion, qui nous appuient aussi bien financièrement que à l'envoi des étudiants dans le master. Parce que c'est coûteux aussi. Ils sont pris en charge par les différentes structures et ils ont aussi une bourse qui les permet de faire ce master sur 2 ans. Et pourquoi pas une thèse, un financement de thèse qui va être pris en compte par ces universités. Alors, professeur, aujourd'hui, vous pensez que la décentralisation version malienne pourra resserrer ces liens déjà déchus, que ce soit au nord, au centre et au sud du Mali? Bon, il ne faut pas s'emballer non plus, c'est-à-dire que cette décentralisation version malienne, il faudrait pouvoir la décrire. Là, on est sur un plateau de télévision, on échange des mots un peu tout fait. Ce qu'a dit le professeur Ndiaye, et ce que tout le monde dit ici, c'est qu'effectivement, le Mali semble avoir besoin d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, aussi bien au niveau politique, aussi bien pour remettre à flot... Est-ce que ce temps de pause, aujourd'hui, peut être de mise quand on sait qu'il y a la mise en œuvre de l'accord qui est là, qui attend? J'attendais effectivement votre question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des gens autour d'une table et qu'on les oblige en quelque sorte à signer un accord rapidement, ce qui a été le cas pour l'accord de 2015, les fameux accords d'Alger au mois de juin, au mois de mai. Et puis très rapidement, pensez-vous que cet accord, il est bon ou il est mauvais? Je ne vais pas vous dire il est bon ou il est mauvais, c'est un accord comme tous les accords de paix, c'est-à-dire que moi je considère cet accord comme un point d'appui pour un processus qui est là qui est en cours, qui a permis au moins depuis 2015 de faire cesser les affrontements guerriers entre l'armée malienne et puis les mouvements signataires. Il n'y a quasiment plus d'affrontements. Maintenant, les affrontements se passent ailleurs, malheureusement, entre les populations civiles, avec tout un arsenal de milices et de groupes armés. Mais pour rester un petit peu sur le sujet de votre discussion, sur le temps de pause ou pas, à partir du moment où on signe, où des signataires se mettent à la table pour décider de quelque chose, et effectivement, vous avez complètement raison, les populations attendent quelque chose de concret. Et si rien n'arrive, 2015, on est maintenant en 2018, ça fait plus de 3 ans, sachant que cet accord de paix a été assez long à coucher. Il s'est déroulé pendant plus d'1 an dans la capitale algérienne, à Alger.
Donc la situation qui était mise par écrit en fait en 2015, elle correspond plus beaucoup à la situation d'aujourd'hui, de fin 2018. Donc là, quand on rencontre un peu les différents partenaires internationaux qui veulent absolument forcer avec tel acteur signataire, etc., oui, on peut, mais comme ils ont déjà pris du retard, on arrive en fait avec des positions qui, sur le papier, ne correspondent plus aux positions réellement sur le terrain. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, là, je reviens sur le temps de pause nécessaire. Je crois que la semaine prochaine, des concertations régionales sont prévues sur 3 jours. Qui peut raisonnablement penser qu'en 3 jours, des populations, quelles élites, quels sont leurs représentants, vont pouvoir accoucher là, de quelque chose d'intéressant. Là, tout le monde suit un petit peu ce qui se passe au Mali. Effectivement, il y a une prime au découpage, tout azimut. C'est évidemment pas une solution. Et ce ne sera pas gérable du tout par l'État malien. Donc je ne sais pas ce qui adviendra de ces concertations régionales, si elles vont se tenir ou pas. Mais en tous les cas, il y a véritablement le besoin pour la classe politique de faire un temps de réflexion réel pour savoir ce qui s'est passé depuis les années 90, de faire ce diagnostic. Et les chercheurs, les étudiants qui sont ici, de Macoter ou d'ailleurs, mais principalement ceux-là, pourraient servir justement de courroie de transmission pour travailler sur des aspects précis, parce qu'on est, les Maliens sont vraiment demandeurs de sujets de fond, et un sujet de fond, ça ne se traite pas en 3 mois sur une étude rapide. Si c'est dans le cadre d'un doctorat, c'est minimum 3 ans, voire 4 ans, voire un peu plus. Et pour les mémoires, pareil. Donc, grâce à cette force un peu des étudiants, on peut produire quelque chose qui peut amener à réfléchir et à forger aussi une opinion publique pour qu'elle tienne son rang et pouvoir faire des propositions réelles. Donc voilà, c'est à la fois un temps de pause nécessaire, et sur les accords de paix d'Alger, effectivement, puisqu'ils sont signés, les populations attendent quand même des réalisations concrètes. Alors, les populations attendent des réalisations concrètes. Par rapport à cette concrétisation, on a vu que l'ONU a réellement pris le devant à travers la signature d'un pacte de paix entre l'État et les groupes armés. Aujourd'hui, pensez-vous que la signature de ce pacte de paix fixe, n'est-ce pas, peut-être une limite ou l'inefficacité, ou montre peut-être l'inefficacité de l'accord? Dans tous les cas, il montre clairement, 2015 c'était il n'y a pas très très longtemps, moi je me souviens avoir suivi un petit peu ça, même si je n'étais pas présent à Alger, mais quand les gens sont retournés ici à Bamako ou dans les régions du Nord, cet accord ne semblait ni convenir ni à Bamako ni au mouvement armé du Nord. Et le problème, là, comme l'a dit le professeur, c'est que les populations ne sont pas associées à ces accords, à ces propositions, parce que bien souvent, les chefs de guerre, les chefs de mouvement, certains viennent d'ailleurs, certains ont leurs propres intérêts avec tout ce qui peut se passer dans les régions du Nord et tout ce qui peut se passer ici aussi dans Bamako, parce que les affaires de trafic ne sont pas que l'apanage des régions du Nord, c'est toute la sous-région qui est impactée par cela. Mais si les populations, c'est-à-dire les élus locaux qui étaient issus des premières élections de 1999 et de 2004 ne sont pas mises à la base, là, justement, pour chercher à faire des propositions concrètes sur comment est-ce qu'on gère un territoire local. Si ces populations sont à chaque fois contournées, ce qui avait été le cas un petit peu dans les années 90, ce qui a été le cas encore là, dans les années 2000, à partir de 2012 et puis de 2015, on n'y arrivera jamais, parce que ce sont d'autres intérêts que, in fine, finalement, c'est comment est-ce qu'on fait vivre tel ou tel marché au bétail, comment est-ce qu'on fait concilier les intérêts des agriculteurs avec les intérêts des éleveurs pasteurs, comment est-ce qu'on fait concilier aussi 2 groupes de pasteurs qui s'entrechoquent en fait sur des terroirs communs. Là sont véritablement les vraies questions, et qui sont malheureusement ni posées à Alger, ni dans les couloirs de l'Union européenne, ni en France, ni même à Bamako. Donc les populations directement concernées doivent pouvoir faire entendre leur voix. En ce moment, c'est très vraiment rapidement, compliqué. professeur, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, le professeur Grémont vient de poser certaines questions. Aujourd'hui, comment faire cette conciliation? Comment faire le maillage, n'est-ce pas, entre éleveurs, agriculteurs? Comment réellement ramener ces populations à s'approprier des questions de décentralisation aujourd'hui? Oui, la solution, c'est comme on dit, il faut revenir aux populations. Hein. Je pense que c'est ça la clé. Or, on se refuse à ça.
Je pense que la faiblesse des accords d'Alger, c'est que ces accords ont été pensés de l'extérieur. On n'a pas demandé l'avis des populations. Et on a demandé, bon, on s'est intéressé aux groupes armés. À l'époque, on a signé les accords avec principalement 2 groupes armés. Aujourd'hui, on en a plus de 17. Donc, ça pose problème. On a désigné les autorités intérimaires en demandant l'avis des groupes armés. Or, il y a des populations sur le terrain, il y avait des élus locaux qui les représentaient. On n'a pas demandé leur avis. Donc, il y a un problème même en ce qui concerne le fonctionnement démocratique des entités qui sont en train d'être créées. Donc, il faut revenir. C'est pourquoi je dis qu'il est nécessaire d'avoir un temps de pause. Il ne sert à rien d'organiser des choses dans la précipitation parce qu'il y a pression. Évidemment, il y a pression. Mais c'est aux Maliens de dire aux partenaires extérieurs, attendez, nous ne pouvons pas aller dans le schéma que vous nous indiquez, dans les délais que vous voulez, parce que ça va nous conduire à la catastrophe, à l'implosion du pays. Nous préférons attendre, et pour cela, nous allons prendre le temps de demander l'avis de nos populations. Et en ce moment-là, les solutions qui vont sortir de cette consultation, je ne dis pas, parce que souvent, on a connu les conférences nationales, et je dis souvent aux gens, l'erreur fondamentale que nous avons commise au niveau aussi de ces concertations, c'est qu'on choisit les délégués. On se copte entre nous, élites. On ne demande pas l'avis des populations, surtout à la base. Cette fois-ci, la crise est telle, nous avons l'obligation d'aller jusqu'à la base, demander l'avis des populations. Au sortir de cela, maintenant, en ce qui concerne les pistes de solutions, nous pouvons mettre en contribution le système des chercheurs, le système universitaire que nous avons, pour réfléchir, comme nous avons dit à un moment, de manière endogène, donc aux solutions que peuvent éventuellement être dessinées. En ce moment-là, nous allons dire à nos partenaires extérieurs, voici les solutions que proposent nos populations. Et si vous voulez nous aider, tant mieux. Si vous ne voulez pas les aider, c'est à nous de nous assumer en tant que Maliens. La solution des problèmes du Mali doit venir des Maliens et c'est aux Maliens de l'assumer. Je pense que ça, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas compter sur l'Europe ou les Nations Unies pour régler les problèmes. Mais l'urgence, c'est la paix. Les populations demandent d'abord la paix. Et comment faire la paix? Je pense même que ces conflits entre éleveurs et nomades, nous avons des circuits traditionnels de résolution des conflits. Pourquoi nous ne les utilisons pas? Nous voyons justement que dans les affrontements entre vous pensez que l'État est en train de politiser tout ceci, sinon... Bien sûr, pas seulement l'État, même sur le plan extérieur. Je pense que les populations ont les solutions qu'il faut. Il faut les laisser le soin donc de se parler, de résoudre les problèmes et de mettre en place des dynamiques de concertation endogènes qui vont déboucher sur des solutions qui conviennent à la grande majorité des populations. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Docteur Fatoumata Coulibaly, si vous avez un dernier mot aujourd'hui par rapport au projet, n'est-ce pas, du laboratoire mixte international Makoter, l'appel que vous aurez à lancer à l'endroit des étudiants déjà membres, n'est-ce pas, du LMI et aux autorités maliennes. Alors, moi, mon dernier mot, ça s'adresse à plusieurs personnes et surtout aux universitaires maliens. Je pense qu'il est temps que les universitaires maliennes ou maliens pensent leur propre société, pensent leur propre territoire, en se posant des vraies questions sur le passé, sur le présent et sur l'avenir de ce Mali. Par rapport aux étudiants du master, Société, Culture et Développement, c'est des étudiants qu'on est en train de suivre petit à petit, qui nous donnent déjà satisfaction, et on est sûr que c'est des étudiants qui vont animer ce savoir et cette connaissance en posant des vraies questions sur le Mali et sur le devenir de ce Mali. Alors, professeur Grémont, allez-y. Oui, moi, mon dernier mot, c'est dans la continuité de ce que vient de dire le professeur Ndiaye. Il faudrait veiller à ne pas être... à ne pas basculer là, dans une forme de populisme quand on dit remettre les populations au cœur. Je pense que c'est vraiment important. Et pour cela, effectivement, la recherche doit apporter justement tout un travail de description, fine. On a des méthodes pour cela, en sciences sociales, en ethnologie, en économie locale, voire même en sciences politiques. On a besoin d'ethnographie fine sur les différents
espaces du territoire pour montrer comment les populations s'organisent, quelles sont leurs pratiques au quotidien. Et de là peuvent absolument naître des réponses à ces questions beaucoup plus générales de comment décentraliser, quels mots faut-il apporter, comment remettre un peu plus de pouvoir, voire d'autorité au niveau local. Je pense qu'il y a un travail à faire là, de collecte et d'observation pour restituer la manière dont les populations s'organisent au quotidien. Elles savent le faire, elles commercent, elles échangent, elles se transportent, elles règlent des conflits sur la terre. Et à partir de là, on pourrait avoir un travail là, de reconnaissance à la fois juridique, à la fois constitutionnel, à la fois politique, pour montrer que ce Mali regorge de solutions et de possibilités dans la diversité et dans la multiplicité, je pense. Des solutions dans la diversité et dans la multiplicité, professeur, votre dernier mot? Absolument. Moi, c'est à l'endroit des jeunes surtout. Je dis qu'il faut que la jeunesse d'aujourd'hui relève les défis de l'indépendance théorique qui sont les nôtres. C'est à eux d'être ambitieux sur le plan intellectuel, d'analyser les problèmes de nos pays de manière endogène avec un esprit critique. Il ne s'agit pas simplement, d'un retour au passé, mais d'avoir ce courage justement théorique de nous questionner sur les impasses qui sont les nôtres. Et c'est à nous de faire l'effort théorique nécessaire pour nous projeter dans l'avenir. C'est un défi, et moi j'invite les jeunes à relever ce défi par la quête du savoir et de l'intelligence. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, chers charmants publics, ils étaient réellement de nôtres sur ce plateau. Le professeur Charles Grémont, docteur Fatoumata Koulibaly, professeur Issa Ndiaye, et nos différentes articulations ont porté sur des questions de décentralisation, des questions de cohésion sociale, des questions, n'est-ce pas, des territoires. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Au moins, c'est un petit banc quand même. Merci beaucoup, docteur.